Messieurs, dames, bonjour. Le secrétaire général va prononcer quelques mots et ensuite répondre à vos questions. SG, please. Bonjour à tous. Nous sommes à Nice en mission. Nous sommes à Nice en mission, sauver l'océan pour sauver notre avenir. C'était le message que j'ai porté à l'ouverture de la conférence hier. Et c'est le message que j'ai répété à chacune de mes rencontres ici. L'océan est le poumon de notre planète. Il produit la moitié de l'oxygène que nous respirons, nourrit des milliards de personnes, soutient des centaines de millions d'emplois et fait tourner le commerce mondial. Mais pour beaucoup, l'océan est bien plus qu'une ressource. Il façonne des cultures, il ancre des identités, il nourrit l'âme humaine. Et pourtant, nous le traitons comme une ressource inépuisable, comme s'il pouvait absorber nos abus sans conséquence. Chaque année, les signes de détresse se multiplient. Les stocks de poissons s'effondrent sous l'effet de la pêche illégale et de la surexploitation. Le dérèglement climatique provoque l'acidification et le réchauffement des océans, détruisant les récifs de corail, accélérant la montée des eaux et mettant en péril des communautés entières. La pollution plastique étouffe la vie marine et contamine notre alimentation, jusqu'à se retrouver dans notre sang et même dans notre cerveau. En empoisonnant l'océan, c'est nous-mêmes que nous empoisonnons. Dear friends, chers amis, un point de non-retour approche, au-delà duquel nous ne pourrons peut-être plus nous rétablir. Et soyons clairs, des intérêts puissants nous poussent vers ce précipice. Nous sommes engagés dans une lutte ardue contre un ennemi clair qui s'appelle la cupidité. La cupidité qui sème le doute, qui réfute la science, qui déforme la vérité, qui récompense la corruption et qui détruit la vie dans l'intérêt du profit. Nous ne pouvons pas laisser la cupidité dicter le sort de notre planète. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici cette semaine, pour nous opposer solidairement à ces forces et reconquérir ce qui nous appartient à toutes et tous. Les gouvernements, les chefs d'entreprise, les pêcheurs, les scientifiques, tout le monde a une responsabilité et un rôle vital à jouer. Lors de mes nombreux échanges à cette conférence, j'ai souligné 4 priorités. Tout d'abord, nous devons transformer la façon dont nous exploitons la générosité de l'océan. Le problème n'est pas la pêche, mais la façon dont nous pêchons. La pêche durable n'est pas un choix. C'est notre seule option. Ceci signifie que nous avons besoin de renforcer la coopération mondiale, qu'il faut des mesures de répression strictes contre la pêche illicite et qu'il faut des aires protégées élargies pour reconstituer les stocks et préserver la vie marine. Cela signifie également que nous devons respecter la cible 30-30 pour conserver et gérer au moins 30% des aires marines et côtières d'ici à 2030. Nous avons l'obligation morale de faire en sorte que les générations futures héritent d'océans qui regorgent de vie. Deuxièmement, nous devons nous attaquer au fléau de la pollution par les plastiques. Pour ce faire, nous devons éliminer progressivement les plastiques à usage unique, réformer les systèmes de déchets et stimuler le recyclage. Tous les pays doivent finaliser rapidement un traité mondial juridiquement contraignant ambitieux pour éliminer la pollution plastique. Et nous espérons que ce sera le cas cette année. Troisièmement, la lutte contre le changement climatique doit s'étendre aux mers. Depuis des décennies, l'océan absorbe les émissions de carbone et la chaleur d'une planète qui se réchauffe, mais à un coût substantiel. Alors que nous nous préparons à la COP30 au Brésil,
Les pays doivent présenter des plans d'action climatique nationaux ambitieux. Ces plans doivent être alignés sur l'objectif consistant à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, couvrir toutes les émissions et l'ensemble de l'économie et être conformes aux engagements que les pays ont pris pour accélérer la transition énergétique mondiale et profiter des avantages d'une énergie propre. L'année dernière, pour la première fois, la température mondiale annuelle a été 1,5 degré Celsius plus élevée que lors de la période pré-industrielle. Les scientifiques sont clairs. Ceci ne signifie pas pour autant que la limite de l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré sur le long terme est hors de portée. Cela signifie que nous devons lutter plus vigoureusement. L'océan en dépend et nous aussi. J'exhorte les pays à défendre des solutions climatiques basées sur l'océan. Par exemple, protéger les mangroves, les herbiers marins et les récifs de corail. Nous devons également renforcer l'aide financière et technique aux pays en développement afin qu'ils puissent se protéger face aux phénomènes météorologiques extrêmes et réagir lorsque des catastrophes frappent. La survie des communautés côtières et des petits États insulaires en développement en dépend. Quatrièmement, enfin, nous devons mettre en œuvre l'accord récent sur la diversité biologique marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Cet accord est un jalon historique pour protéger de vastes zones de notre planète. Je félicite les 134 pays qui ont signé et les 49 pays, et la liste continue de s'allonger, qui ont ratifié cet accord, notamment 18 nouvelles signatures et 18 ratifications rien qu'hier. L'entrée en vigueur est en ligne de mire et j'appelle tous les pays restants à emboîter le pas aux pays qui ont déjà agi, et ce rapidement. Nous n'avons pas un instant à perdre. Enfin, en ce qui concerne l'exploitation minière des fonds marins, nous avons une responsabilité collective d'avancer avec beaucoup de prudence. J'appuie les activités en cours à l'Autorité internationale des fonds marins sur ce sujet majeur, et comme je l'ai dit hier, la haute mer ne peut pas devenir le Far West. Mesdames et messieurs, chers représentants de la presse, nous ne saurions trop insister sur l'urgence de ce moment. La santé de l'océan est inséparable de la santé humaine, de la stabilité climatique et de la prospérité mondiale. Mais je quitte Nice rempli d'énergie et encouragé par les nombreuses promesses déjà faites. Encouragé par les pays insulaires et les peuples autochtones qui partagent avec nous leurs histoires et leurs connaissances, encouragé par les jeunes militants qui exigent de l'action et de la redevabilité, par les scientifiques qui mettent au point des solutions novatrices pour toutes et tous, par les chefs d'entreprise qui investissent dans l'économie bleue. Voilà la coalition mondiale dont nous avons besoin. Je prie instamment tous les acteurs de proposer des engagements décisifs et des financements tangibles. L'océan nous a tellement donné, le moment est venu de lui rendre l'appareil. Notre santé, notre climat et notre avenir en dépendent. Je vous remercie. Thank you. We'll now take some... Merci, nous allons entendre vos questions. Oui, je vous en prie. Attendez le micro, s'il vous plaît. Pourriez-vous également vous présenter? Bonjour, Saddam Vaughan, Times of London. Monsieur le secrétaire général, vous avez dit que l'exploitation minière des fonds marins ne veut pas devenir le Far West. Alors, quelles sont les mesures concrètes que les pays devraient prendre au-delà des discours pour mettre un terme à l'exploitation minière des fonds marins ou mettre en place des réglementations plus strictes? Comme je l'ai dit, il y a une institution qui a un rôle clé à jouer et qui joue ce rôle. Et je suis certain que cette institution fera le nécessaire pour éviter le Far West que j'ai évoqué. C'est l'Autorité internationale des fonds marins. Et je pense qu'il est tout à fait capital d'éviter les initiatives qui pourraient dépasser ce qui sera établi par l'Autorité internationale des fonds marins. Monsieur. Thank you. Merci Ricardo Garcia, Earth Journalism Network. Monsieur le secrétaire général, vous nous avez dit qu'il fallait sauver l'océan. Êtes-vous satisfait de cette conférence? Pensez-vous qu'elle va changer la donne? Je pense qu'elle change la donne. Il y a un aspect qui est particulièrement manifeste. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
a eu besoin de 12 ans pour entrer en vigueur. Cela fait 2 ans que nous avons adopté l'accord sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Nous avons déjà aujourd'hui 49 ratifications. Nous avons 15 engagements en vue d'une ratification prochaine, ce qui signifie que dans les prochains mois, nous atteindrons le seuil de l'entrée en vigueur. C'est un record. Un peu plus de 2 ans. Donc, j'observe un élan, un enthousiasme qui était difficile à discerner par le passé. Si l'on regarde le taux de participation à cette réunion, non seulement de la part des pays, mais également de la société civile, par les entreprises, par les communautés autochtones, nous avons plus du double des participants qui étaient présents à la conférence de Lisbonne il y a 3 ans. Les pays se sont engagés à élargir les aires marines protégées. Également, tout ceci montre un élan que je n'avais jamais observé lors de conférences de ce type, pour être franc. Suis-je totalement satisfait? Évidemment non. Je préférerais que les choses avancent bien plus vite. Et n'oublions pas qu'il y a un lien très clair entre la diversité biologique, le climat et la protection de la vie marine. Et nous avons encore des déficiences majeures en ce qui concerne ces interactions. Avant tout, les effets du changement climatique sur l'océan. Le fait que l'élévation du niveau de la mer s'accélère, le fait que les eaux sont toujours plus chaudes, ainsi que l'acidification. Nous voyons les répercussions de cette situation dans les zones côtières. Nous observons le blanchiment des récifs de corail et nous voyons que le changement climatique devient une menace exceptionnelle pour la vie de nos océans. Et là, je dois dire que nous n'avançons pas assez vite et j'espère que la COP à Belém pourra nous permettre de changer de braquet. Merci. Merci. Monsieur au milieu. Merci. Asri Fernando, Daily Morning du Sri Lanka. Vous avez dit que la pêche durable était la seule option à notre disposition, mais pour de petits États comme le Sri Lanka, qui sont confrontés au chalutage de fond, la pêche INN est un problème. Nous n'avons pas la capacité de maîtriser et de gérer des acteurs extérieurs dans ce domaine. Que pourraient faire les Nations Unies pour aider les petits États à protéger leurs stocks halieutiques et l'écologie marine? Je pense que nous devons avant tout mettre au point des mécanismes de responsabilité en ce qui concerne la pêche illégale et s'agissant de la façon dont les ressources halieutiques des pays en développement sont exploitées par un certain nombre de prédateurs. Donc je crois qu'il y a une question de responsabilisation et nous ferons de notre mieux pour renforcer les mécanismes de responsabilisation au niveau international qui, pour l'instant, soyons francs, sont extrêmement limités et inefficaces. Merci, monsieur. Bonjour. Nicolas Freide, public du Portugal. Les émissions de CO2, des émissions fossiles, représentent un problème pour l'océan, provoquent l'acidification et réchauffent l'atmosphère comme l'océan. Au demeurant, il y a de nombreuses activités du secteur pétrolier dans l'océan, ce qui représente un risque continu. Quel est le message, quel est l'accord que vous attendez de la part des pays au sujet de l'industrie des combustibles fossiles lors de cette conférence, ou n'est-ce pas un sujet à l'ordre du jour pour cette conférence? Je pense que cette question sera davantage à l'ordre du jour de la COP que lors de cette réunion. Mais il y a 2 choses qui sautent aux yeux selon moi. Tout d'abord, 85% des émissions sont liées aux combustibles fossiles. Donc le problème du changement climatique est inextricablement lié aux combustibles fossiles. Deuxièmement, nous observons une transition énergétique qui nous montre que le meilleur marché de produire de l'énergie, c'est d'utiliser le renouvelable. Vous aurez peut-être entendu ce que je disais au sujet de la cupidité. Il y a un effort spectaculaire du secteur des combustibles fossiles visant à déformer la réalité. Mais à mes yeux, une chose est inévitable. L'ère des combustibles fossiles prend fin
et l'ère du renouvelable est incontournable. C'est le chapitre de l'avenir. Le problème est de savoir si nous pourrons assurer cette transition en temps et en heure, le faire dans les temps, ce qu'il faut faire pour accélérer cette transition, et j'espère qu'à la COP, nous entendrons un message très clair en ce sens. Merci. D'autres questions? Oui, je vous en prie. Merci, Mick Barry, AFP. Je voudrais savoir si, de façon générale, la cible du 1.5 qui, justement, s'écarte et s'éloigne de ces discours politiques, et on dit que, justement, on ne pourra pas atteindre cette cible. Est-ce que cela vous préoccupe? On parle maintenant des 2 degrés. Alors, comment est-ce que vous arrivez à conserver donc, le message autour de la cible de 1.5? Oui, je suis préoccupée. Les scientifiques sont très clairs. Ils nous disent, en effet, que la cible des 1.5 est toujours une cible que nous pouvons atteindre. Mais cependant, ils nous disent également que nous sommes au bord d'un précipice qui risque de rendre cette cible difficile d'atteinte. Donc il y a un sentiment d'urgence. Nous savons que cela est important. C'est pour cela que je suis préoccupée. Et pour le moment, nous ne voyons pas suffisamment de manifestations de ce sentiment d'urgence. Les choses n'évoluent pas suffisamment rapidement en matière de transition et dans d'autres domaines qui me paraissent essentiels pour que justement cette cible du 1.5 puisse être maintenue. Nous avons pu enregistrer des progrès, mais simplement cela ne suffit pas. Il nous faut vraiment accélérer cette transition. Et selon moi, il s'agit là de l'objectif le plus important de notre prochaine COP. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous exerçons une certaine pression sur certains pays pour que les plans d'action nationaux, les contributions nationales puissent être compatibles avec cet objectif de 1,5 degré. Cela veut dire que en 2035, il faut qu'il y ait une réduction importante des émissions. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.